Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Le niveau d'alerte est largement atteint. Il y a urgence aujourd'hui à se pencher sur la sécurité alimentaire d'une zone qui va de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. 40%, c'est en effet le taux de dépendance de cette région aux importations de produits agricoles. Ce chiffre est déjà impressionnant et pourtant, le pire est devant nous. Une étude récente de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, prévoit que la situation pourrait s'aggraver dans les prochaines années. Pour en parler, je reçois Bertrand Schmitt, expert à l'INRA et l'un des auteurs de cette étude. Alors, Bertrand Schmitt, on voudrait essayer de comprendre comment cette région-là, qu'on va dessiner entre le Maghreb, le Proche, le Moyen-Orient, a pu passer d'une dépendance de 10 à 40% en 40 ans, alors que c'est une région très importante qui accueille quand même près de 500 millions de personnes. Bonjour tout d'abord. On y est passé en deux temps, en fait. On y est passé dans un premier temps, depuis les années 60 jusque vers les années 90. On y est passé assez rapidement, et puis jusqu'à 30-35%. Et après, ça ne s'est pas stabilisé, mais ça a continué à croître progressivement, avec une certaine hétérogénéité dans la région. D'un côté, la Turquie est à 10% maximum, alors que le Maghreb est à, lui, 50%. Donc, une calorie sur deux est importée. Les raisons de cette déjonction en fait entre l'évolution de la consommation alimentaire et l'évolution de la production agricole, elle a deux conséquences majeures, enfin deux causes majeures. La première, c'est pendant tout un premier temps en fait les politiques agricoles sont très en deçà. On est sur la grande période des politiques industrialisantes, donc on oublie un peu. Voilà, on oublie un peu l'agriculture. Et puis c'est seulement plus récemment qu'on redémarre en fait des politiques agricoles un peu plus actives. Récemment, depuis le début des années 2000, 2000-2010, c'est tardif. Ouais. Mais vous avez l'exemple du plan Maroc vert, qui est un bel exemple de redynamisation ou de tentative de redynamisation de la production agricole. Et puis de l'autre côté, il y a des politiques alimentaires principalement centrés sur les produits de première nécessité, donc des bas prix pour les populations, qui permettent en fait d'améliorer les régimes alimentaires des populations, ce qui est une très bonne chose, mais qui accroît très fortement la demande alimentaire avec la croissance de la population. Il ne faut pas oublier que c'est une population qui passe de 100 millions à 500 millions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et là, il y a aussi des chiffres dans votre étude, une demande de produits agricoles qui passe multiplié par 6 en 50 ans, alors que parallèlement, la production, elle, agricole, n'est multipliée que par 4. Alors, du côté de la demande alimentaire, on le disait tout à l'heure, il y a la question déjà de la croissance démographique qui joue un rôle extrêmement important dans l'évolution de la demande alimentaire. Mais en même temps, il y a une modification du régime. Alors, il y a une particularité plutôt sympathique dans cette région-là, c'est que l'évolution du régime, elle ne se fait pas comme partout ailleurs, où ça se fait beaucoup autour des produits animaux. La consommation de produits animaux, la part des produits animaux évolue assez peu. Elle reste à 10%. Sauf sur la volaille. Sauf sur la volaille, où il y a une modification, de nature des produits animaux, où on passe plutôt des petits ruminants et du lait, avec une augmentation assez forte de la volaille. Et produits sur base de produits importés. De l'autre côté, il y a une augmentation, bien sûr, des apports caloriques, ce qui est donc plutôt une bonne nouvelle, jusqu'à rejoindre des niveaux aujourd'hui de 3000 kilocalories par personne et par jour, ce qui est suffisant pour les besoins caloriques des individus. Et puis, parallèlement, on a quand même une modification du régime qui se fait autour des sucres et autour des huiles, avec une modification de l'huile, c'est plus l'huile d'olive. Il y a plus de sucre consommé. Il y a plus de sucre consommé et plus d'huile consommée, ce qui fait un décalage au détriment des céréales, en fait. Et ça, c'est de l'importation aussi. Et ça, c'est beaucoup de l'importation. Et ça, c'est ça qui va notamment jouer assez fortement sur les importations. De la même façon que pour produire la volaille, il faut importer des céréales et du soja pour pouvoir la nourrir. Alors, ce que votre étude montre également, c'est qu'ils n'ont pas laissé pour autant des terres en jachère. Vous montrez même qu'il y a énormément, la moitié des terres qui sont cultivées dans cette région, à peu près, sont des terres qui ne sont pas forcément considérées comme cultivables.
Voilà, cultivable au sens des agronomes, Oui. qui ont fait une classification de l'ensemble des terres du monde. Et si on prend la barre de ce que les agronomes considèrent comme des terres cultivables, effectivement, il y a une part énorme des terres qui sont cultivées dans cette région, Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui ne seraient pas cultivables au sens agronomique du terme, et qui pourtant sont en culture. Alors il y a une première raison qui s'explique assez facilement, c'est qu'en fait, ce sont beaucoup des terres irriguées. Oui. D'accord. Donc pour essayer de lutter contre cette absence de terres cultivables, on irrigue beaucoup. C'est un tiers de la superficie cultivée dans cette région qui est placée sous forme d'irrigation, ce qui est énorme. Avec en même temps de très grosses difficultés sur les investissements en irrigation, qui ne sont pas suffisants pour maintenir ce que l'on appelle l'efficience de l'irrigation, c'est-à-dire en fait des bonnes conditions d'irrigation. Et il y a beaucoup de pertes d'eau. Et donc il y aurait des investissements relativement importants à faire pour améliorer cette situation-là. Alors, je le disais en introduction, on est passé de 10 à 40% taux de dépendance. Hélas, d'après votre étude, cette dépendance devrait augmenter dans les années qui viennent. Vous montrez, d'après cette étude, qu'elle devrait passer de 64 à 70%. Alors, c'est pas devrait, c'est pourrait. Ah. On a fait plusieurs hypothèses pour essayer de voir comment, en se projetant à l'horizon 2050, les choses pouvaient évoluer. On a une première hypothèse qui est tout continue comme avant. C'est-à-dire que le progrès technique se continue sur la même tendance. Les évolutions de demande alimentaire se continuent sur la même tendance. Et là, on a un taux de dépendance qui va aller aux alentours de 65%. D'accord. Et puis, dans un deuxième temps, on rajoute les effets d'un potentiel changement climatique. Ben oui. Et là, qui a deux conséquences importantes. La première conséquence, c'est que le changement climatique peut baisser les rendements de 10 à 20% selon les zones et les cultures. Et puis surtout, attaquer très fortement les terres cultivables. La moitié au Maghreb. La moitié des terres cultivables au Maghreb pourrait disparaître, pourrait ne plus devenir cultivables. Si bien qu'à ce moment-là, vous avez un taux de dépendance qui passe à 70%, ce qui est totalement inacceptable du point de vue de l'économie d'un pays. Vous apportez des solutions ou pas ? Alors, on a essayé de regarder d'abord quels pouvaient être les facteurs aggravants de cette situation-là. On est face à une population jeune qui peut très bien modifier encore son régime alimentaire. La croissance de la démographie peut encore s'accélérer. Donc déjà, premier temps, on regarde si ça peut s'aggraver. Et oui, ça peut s'aggraver avec ces facteurs-là, qui sont des facteurs vraisemblables. Et puis de l'autre côté, on a regardé 3 solutions potentielles. La première, c'est autour de, il faut accélérer le progrès technique. Et donc, tenter d'adapter l'agriculture de ces régions-là au changement climatique, ce qui est quand même un des enjeux forts de l'accord de Paris. Les fameux 100 milliards qui devraient. Les fameux 100 milliards. Et là, en augmentant de 20% l'ensemble des rendements en culture pluviale ou en culture irriguée et l'ensemble de ce qu'on appelle les efficiences animales, on arrive à baisser un peu. On arrive à 65% de taux de dépendance. Si on peut, alors l'autre solution, c'est de tenter de limiter la diète. Le régime alimentaire. Le régime alimentaire. Donc pas faire la transition qu'on a connue nous vers l'animal, la viande, etc. Voilà. Au contraire, baisser un peu les apports caloriques à des niveaux raisonnables et puis revenir, ce que l'on appelle revenir à la diète méditerranéenne. Et là, on réduit encore un petit peu si on l'ajoute au précédent. Et puis après, la troisième solution qu'on a regardée, c'est pertes et gaspillage. Essayer de limiter les pertes et gaspillages et de prendre des objectifs tels que ceux qu'on a en France aujourd'hui, qui est d'une réduction de moitié des pertes et gaspillages à toutes les échelles, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire du bord de champ jusqu'à la consommation. Et là, on réduit encore un petit peu. Mais quelle que soit la solution que l'on adopte, si on prend individuellement chacune des 3, eh bien, on arrive à réduire de 5% cette taux de dépendance. Et quels sont les risques alors ? Alors les risques, ils sont extrêmement importants puisque tant que les économies nationales sont capables de payer ces importations, eh bien, on peut jouer. Mais tout ça fait un déficit de balance commerciale très fort sur chacun de ces pays qui peut être financé sur budget public. Ouais, quand on a une rente pétrolière. Quand on a une rente pétrolière. Mais ce qui fait des dettes publiques si on a la rente pétrolière qui diminue ou les pays qui n'en ont pas ou peu, sans compter tous les conflits qui peuvent exister, notamment dans la région. Et puis, globalement, quand vous êtes comme ça très très lié aux marchés mondiaux, à 70% ou 65%, vous êtes très sensible aux fluctuations sur les marchés mondiaux. Et donc,
vous êtes sensible à toute crise alimentaire. Qu'on a connu en Égypte, voilà, les émeutes de la faim, entre autres. Voilà, qu'on a connu sur les années 2008-2010 et qui ont peut-être engendré un certain nombre de conséquences politiques que l'on a observées au cours de ces derniers temps. Bertrand, et puis, dernier point, c'est comme cette zone du monde est la première importatrice de céréales, eh bien, vu la masse qu'elle importe, elle fait changer les prix mondiaux. Elle les pousse à la hausse, ce qui est une cause indirecte de l'augmentation des prix dans ces pays-là également. Pour terminer, si vous aviez un conseil à donner aux dirigeants des pays de cette zone, vous diriez quoi, Bertrand Schmitt ? Je pense que le point principal, c'est de continuer l'effort sur le développement agricole et de profiter de tous les investissements qui sont faits en recherche pour essayer d'améliorer la production agricole locale. Merci Bertrand Schmitt pour vos réponses. Votre étude est accessible sur le site de l'INRA.fr. L'entretien est terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir.